Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. À la préparation des élections législatives au Bénin, la Commission électorale nationale autonome a validé la liste de 6 partis politiques. Sur la liste des mouvements qui ont vu leur dossier refusé figure notamment celui du parti Les Démocrates. Des perspectives économiques encourageantes pour l'Éthiopie en cas de fin de conflit dans le Tigré. Au cours de l'année 2022-2023, le taux de croissance du pays devrait atteindre 7,5%. Des chiffres divulgués par le Premier ministre Abiy Ahmed qui entend par ailleurs investir davantage dans le domaine de l'agriculture notamment. Et puis le lancement d'un guide sur le financement climatique équitable lors de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Un document qui offre à l'Afrique des recommandations en matière d'investissement dans des projets d'adaptation au changement climatique. Mais tout d'abord, le déploiement d'un deuxième groupe de soldats kényans en République démocratique du Congo. Ces militaires, qui rejoignent la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, sont arrivés ce 16 novembre à Goma, ville située dans la province du Nord Kivu, régulièrement secouée par des attaques perpétrées par le mouvement du 23 mars. Ce nouveau déploiement intervient quelques jours après l'arrivée des premiers soldats du contingent le 12 novembre dernier, et ce en pleine tension diplomatique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le Rwanda qui est accusé par les autorités congolaises de soutenir les rebelles du M23. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, avait récemment accusé le pays de velléité expansionniste avec comme principal intérêt l'appropriation des minerais. À moins de 2 mois des élections législatives béninoises, la Commission électorale nationale autonome a publié ce 16 novembre les listes validées pour concourir à ce scrutin. Les listes de 6 partis politiques ont été retenues par la Sénat. Celle du parti Les Démocrates n'a cependant pas été approuvée. En cause, un dossier incomplet. Des attestations fiscales manquent en effet à l'appel. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Au Bénin, 6 partis politiques sont rentrés en possession du récépissé définitif leur permettant d'être en lice pour les législatives du dimanche 8 janvier 2023. Exclus du processus électoral pour le compte des législatives de 2019, alors noyau originel du parti FCBE et de la présidentielle de 2021 pour respectivement défaut de certificat de conformité et de parrainage, le suspense reste entier sur la participation ou non du principal parti de l'opposition, les démocrates, à ces législatives. Les 2 blocs politiques BR et UPR, épaulés par le chef de l'État Patrice Talon, ainsi que les partis alliés Mouel Bénin UDBN et les partis se réclamant de l'opposition FCBE et MPL, ont obtenu leur récépissé définitif au terme du processus de réception des dossiers de candidature par la Sénat. L'heure a sonné pour que tout le monde nous rejoigne, pour que nous achevons le combat que nous avons démarré. Nous appelons nos aînés, tous ceux qui ont voulu nous aider le peuple béninois dans ce combat à ramener notre démocratie qui malheureusement n'ont pas pu y arriver, à nous rejoindre. 4 des 218 candidats titulaires et suppléants positionnés pour la liste du principal parti d'opposition, les démocrates, n'ont pu obtenir leurs quitus fiscaux dans le délai réglementaire du code électoral. Les négociations engagées avec l'administration fiscale pour l'obtention de ce précieux sésame inscrit dans le rapport de complétude de leur dossier n'ont pas prospéré. Pour de nombreux observateurs, l'enjeu de ces législatives demeure la participation de l'opposition aux élections au Bénin depuis avril 2016. Il n'y a plus d'enjeu pour ces élections puisqu'il n'y aura plus de challenge. On sait que l'opposition était incarnée plus ou moins par les démocrates. Donc il n'y aura plus véritablement de compétition. Il n'y aura plus vraiment de 2 pôles qui vont se battre, se mesurer, avec l'absence des démocrates à ce scrutin législatif. Donc ça va ressembler un peu à ces législatives de 2019 que tout le monde a déploré. Le principal parti d'opposition, les démocrates, qui entend user de toutes les voies légales pour sa participation au scrutin, a saisi la Cour constitutionnelle, juge du contentieux, au motif de faute de l'administration fiscale pour la délivrance de quitus fiscaux à ses candidats. Les regards sont désormais tournés vers cette juridiction pour la participation ou non du parti au scrutin de janvier 2023.
L'actualité, c'est aussi l'arrivée en Éthiopie d'un convoi humanitaire du Programme alimentaire mondial. Le premier depuis l'accord de cessation des hostilités signé le 2 novembre par le gouvernement éthiopien et les rebelles tigréens. Dans les détails, le convoi est arrivé le 16 novembre par le couloir de Gondar, ville située dans la région de l'Amhara. Il est constitué de 15 camions. Dans un communiqué, l'agence onusienne précise que, je cite, « de l'aide alimentaire vitale va désormais être distribuée dans les prochains jours à la population de la localité de Maït-Sebri. Le PAM prévoit aussi de fournir de la nourriture et du frais médical supplémentaire. On reste en Éthiopie où parallèlement le Premier ministre Abiy Ahmed s'est adressé aux parlementaires ce 15 novembre sur la situation économique. Prise de parole durant laquelle il s'est montré rassurant sur les perspectives économiques du pays. Selon le chef du gouvernement, le taux de croissance devrait atteindre 7,5% au cours de l'année 2022-2023. Des chiffres qui pourraient se concrétiser si la paix actuelle conclue avec les rebelles du TPLF est maintenue, prévient le Premier ministre. Catherine Elundou et Joël Ballot. Selon la Banque mondiale, la croissance économique de l'Éthiopie en 2022 s'est établie à 6,4% contre 6,3% en 2021. Parmi les secteurs en croissance, le Premier ministre Abiy Ahmed, face au Parlement, a mentionné l'agriculture qui joue un rôle de premier plan dans le développement économique national, notamment la culture du blé. Le gouvernement éthiopien entend s'investir davantage dans le développement du pays pour parvenir à une croissance à 7,5% en 2023. En tenant compte des défis que j'ai mentionnés précédemment, la croissance du PIB de l'année dernière a été de 6,4%. Et pour cette année, si nous maintenons la paix actuelle, nous prévoyons une croissance de moins 7,5%. Avec l'accord de trêve signé le 2 novembre 2022 avec les forces tigréennes, le gouvernement éthiopien espère lancer un nouveau programme de financement avec le FMI pour procéder à une restructuration planifiée de sa dette de 30 milliards de dollars. La fin du conflit donnerait au gouvernement l'occasion de redorer son blason auprès de la communauté internationale. Nous souhaitons collaborer avec des investisseurs qui sont vraiment prêts à investir dans l'agriculture, le tourisme, l'exploitation minière, les TIC et la fabrication. Avec une croissance établie à 6,4% en 2022, l'Éthiopie devient la plus grande économie de la Corne de l'Afrique et la troisième de l'Afrique subsaharienne. Pour maintenir cette croissance, l'Éthiopie entend multiplier les efforts dans la reconstruction des infrastructures endommagées par le conflit et dans la valorisation des secteurs industriels. Alors que la COP27 touche bientôt à sa fin en Égypte, un guide de Sharm el-Sheikh sur le financement climatique équitable a été lancé lors de ce rendez-vous. Une initiative lancée par Rania El-Machat, la ministre de la Coopération internationale. Le document en question offre au continent des recommandations sur lesquelles il peut s'appuyer pour investir dans des projets d'adaptation au changement climatique et favoriser ainsi une croissance durable. Roberto Bogbe. L'Afrique a désormais un guide sur le financement climatique équitable. Le document a pour objectif de développer un cadre international pour la finance climatique et d'aider les pays africains à obtenir davantage de financement vert dans un contexte africain marqué par les déficits budgétaires liés à la gestion de la pandémie de Covid-19 et de la flambée des cours des matières premières énergétiques et alimentaires. Il a été élaboré par plusieurs organismes, dont le ministère égyptien de la Coopération internationale et plus d'une centaine de partenaires de développement, dont la Banque africaine de développement, des institutions financières ainsi que des organismes à but non lucratif. Une des recommandations stratégiques visant à stimuler la finance climatique en Afrique et à accroître les investissements dans les projets d'atténuation et d'adaptation, faisant savoir que le continent africain ne contribue qu'à hauteur de 3,8% aux émissions de gaz à effet de serre et ne reçoit que 5% des flux de financement climatique et que les besoins de l'Afrique sont estimés à 250 milliards de dollars par an. Pour le président du groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, le guide de Sharm el-Sheikh constitue un instrument stratégique pour aider l'Afrique à mobiliser davantage de financement et relancer une croissance durable. De 100 milliards de dollars, les besoins de l'Afrique sont désormais estimés à 250 milliards de dollars par an. Le vice-président des solutions transversales de l'IFC, la Société financière internationale, croit en l'efficacité du guide de Sharm el-Sheikh pour enfin faire respecter ce dédommagement promis par les pays pollueurs.
Nous sommes heureux car l'Égypte a mis sur pied un outil qui permet de résoudre la problématique du financement. Vous le savez, l'accès à l'investissement est un défi important auquel l'Afrique est confrontée. Cet incroyable outil pourra servir aux décideurs politiques et aux autres acteurs de la lutte contre les changements climatiques. L'objectif premier pour les Africains à travers cette COP27, c'est essentiellement des progrès significatifs sur la question cruciale du financement climatique. À cette fin, il est nécessaire d'améliorer la transparence des flux financiers et de faciliter l'accès pour répondre aux besoins des pays en développement. Les engagements et promesses existants, annoncés depuis Copenhague et Cancun, en passant par Paris jusqu'à Glasgow, nécessitent suivi et clarification de le guide de Sharm el-Sheikh. Plus d'un an après son entrée en vigueur, qu'en est-il de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ? Jusqu'ici, 54 pays ont signé l'accord et 44 l'ont ratifié. Pour les experts, ce projet de marché unique est synonyme d'opportunités économiques pour les États en matière d'industrialisation, mais aussi de développement d'infrastructures. La ZLECAf prévoit en effet une suppression des droits de douane sur 90% des marchandises. C'est Doku. La mise en œuvre de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, affiche un état d'avancement satisfaisant. Sur les 55 pays africains, seul l'Érythrée manque à l'appel parmi les signataires de l'accord de la ZLECAf qui vise à booster les économies africaines en stimulant le commerce intra-africain. Par ailleurs, 44 pays africains ont ratifié et déposé les instruments de ratification de l'accord. Disons qu'il y a quand même des procédures n'est-ce pas, à mettre en œuvre. La première procédure, évidemment, c'est il faut signer. Aujourd'hui, il faut dire que nous sommes à 54 pays sur 55 qui ont signé. Donc, vous voyez que les choses avancent. Mais aussi au niveau des ratifications, après avoir signé, vous devez ratifier, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on est à 44 pays sur 55 qui ont ratifié, donc qui sont des États partis. Et un État qui ratifie s'engage à mettre l'accord en œuvre. Bon, bref, nous pensons que les choses, cette fois-ci, vont définitivement démarrer et que l'engouement qu'on a vu quand on préparait l'initiative est tel que, eh bien, le maximum de pays maintenant va prendre le train en marche puisque le train est déjà parti. Si de plus en plus d'États montrent leur intérêt à intégrer le marché commun, certains facteurs demeurent une entorse à leur volonté de ratifier pleinement l'accord sur la ZLECAf, notamment les règles d'origine et la levée des barrières tarifaires et non tarifaires. Le secrétariat de la ZLECAf travaille néanmoins à la création d'un mécanisme en ligne pour l'identification, le suivi et l'élimination des barrières non tarifaires qui demeurent à date l'un des principaux obstacles à l'implémentation de la ZLECAf qui devrait renforcer la résilience des économies africaines. Un pays qui s'engage au niveau de la ZLECAf voit s'ouvrir, n'est-ce pas, devant lui, un certain nombre d'opportunités en matière de commerce, en matière d'industrialisation, en matière de contrôle de marché, effectivement, en matière de facilitation des échanges, en matière, n'est-ce pas, d'amélioration des infrastructures, toutes choses qui contribuent, n'est-ce pas, à porter la résilience au niveau du pays. Le 6 octobre 2022, l'administration douanière camerounaise a délivré le tout premier certificat d'origine ZLECAf de l'histoire au GICAFATEX pour une opération d'exportation de marchandises à destination du Ghana au tarif préférentiel de la ZLECAf. L'Afrique du Sud est en alerte. Une épidémie de grippe aviaire H5N2 a été signalée dans une ferme de l'est du pays. Selon un rapport des autorités locales, plusieurs oiseaux ont été retrouvés morts. Une situation qui représente une potentielle menace pour le secteur de la volaille. Les précisions de Marie-Raphaël Antolo. Le 14 novembre 2022, l'Afrique du Sud a signalé une épidémie de grippe aviaire du sous-type H5N2 hautement pathogène dans une ferme de la province du KwaZulu-Natal sur sa côte est. Dans cette ferme, un total de 58 oiseaux domestiques sur un troupeau total de 200 ont été retrouvés morts du virus hautement contagieux selon les sources officielles. Le secteur de la volaille représente un atout majeur pour l'économie de l'Afrique du Sud. C'est près de 19,6 millions de poulets produits par semaine en Afrique du Sud, à côté d'un indicateur chiffré comme la hausse de la production de près de 5% pour ce qui est de l'abattage par semaine de ces 19,6 millions de poulets. Selon l'Organisation de la santé animale, le tout premier foyer de grippe aviaire en Afrique du Sud avait été observé en date du 14 juillet 2011 et confirmé le 26 août 2011 dans la localité de Haute-Saône, division administrative du Cap occidental. Les autruches furent les premiers animaux à être infectés par le virus.
mobiliser davantage de moyens pour donner des moyens aux chercheurs sud-africains pour développer des nouvelles techniques modernes de prévention de ce type de virus, parce que plus le monde évolue, plus des virus ont une autre manière d'attaquer les sujets, et puis il faut également développer la recherche, les nouvelles techniques pour pallier à ce type de virus qui est très très pathogène. Rappelons qu'en 2011, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a recommandé aux pays d'Afrique d'être en état d'alerte suite à la mortalité élevée d'oiseaux sauvages due au virus influenza, compte tenu des rapports récents d'Afrique occidentale et australe ayant respectivement détecté le virus chez les pélicans blancs et les oiseaux côtiers. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.